Bien, maintenant je vais donner la parole à Fanny Dantès de l'Institut national des métiers d'art. J'ai eu l'occasion de rencontrer Fanny au cours d'échanges en lien avec la réglementation, la perspective de cette nouvelle réglementation sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, où l'INMA souhaitait apporter son soutien, sa pierre à l'édifice par rapport à ce thème. Et nous avons donc échangé plusieurs fois au téléphone. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper enrichissant de pouvoir créer des passerelles entre nos deux structures. Donc, c'est tout naturellement que j'ai proposé à Fanny d'intervenir sur ce thème-là. C'est quelque chose, Fanny, que vous n'aviez pas forcément fait au préalable. Donc, vous l'avez construit pour nous, je crois. Un grand merci pour ça. Et bien, je vous laisse la place pour présenter votre intervention. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous présenter ici quelques bonnes pratiques de commercialisation dans le domaine des métiers d'art et du patrimoine vivant, donc bien sûr applicables à la céramique. Et l'idée, c'est de présenter ici, de sortir un petit peu des sentiers battus, de présenter des choses qui sont peut-être un petit peu moins connues, un petit peu moins utilisées, qui sont en développement et qui peuvent peut-être vous ouvrir, je l'espère, de nouvelles perspectives. Dans un premier temps, je vais présenter rapidement l'INMA, donc l'Institut national des métiers d'art, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, et le pôle ressources et intelligence économique dans lequel je travaille, plus particulièrement. Ensuite, je vais vous présenter 3 bonnes pratiques de commercialisation qui vont être à chaque fois illustrées d'un exemple. Donc, parmi celles-ci, donc l'idée de jouer collectif. On a beaucoup parlé de l'importance du collectif aujourd'hui déjà. Et l'idée, c'est de voir aussi comment ça peut être un peu plus transversal, donc pas uniquement dans la céramique, mais potentiellement avec d'autres métiers d'art également. L'idée de fidéliser aussi sa clientèle. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas pensé a priori pour ça au départ, qui est le financement participatif, qu'on connaît un peu pour autre chose, mais qui peut aussi être intéressant en termes de commercialisation. Et enfin, en dernier, l'idée de se diversifier. Donc voilà, on peut commercialiser ses pièces, on peut aussi commercialiser, même si le terme n'est pas très, très adapté, son savoir-faire. Donc avec Weekendoo, qui est une plateforme qui propose des ateliers d'initiation au savoir-faire. Et je terminerai très très rapidement juste pour vous présenter quelques actions que l'INMA développe pour favoriser la commercialisation des entreprises. Donc, l'Institut national des métiers d'art, donc nous sommes une association, nous avons un statut d'association et donc nous sommes sous l'égide de 3 ministères, le ministère de l'économie, le ministère de la culture et le ministère de l'éducation nationale. Donc nous menons différentes actions pour aider à développer, à promouvoir le secteur des métiers d'art et du patrimoine vivant. Donc depuis 2019, nous avons récupéré la gestion du label Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label du ministère de l'économie qui en fait est adapté pour des entreprises qui ont un savoir-faire made in France d'excellence artisanale ou industrielle. Nous gérons aussi pour le ministère de la Culture le dispositif Maître d'art élève, qui est un dispositif de transmission des savoir-faire rares, donc sur 3 ans, entre un maître d'art et son élève. Nous organisons, et c'est peut-être l'action que vous connaissez le mieux, les Journées européennes des métiers d'art, en coordination nationale. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans. Ce sont des portes ouvertes d'ateliers, des événements sur tout le territoire, pour valoriser les métiers d'art auprès du grand public. Nous avons aussi un dispositif d'éducation artistique et culturelle pour les collégiens au moment de l'orientation professionnelle, en fait, pour leur faire découvrir les métiers d'art. Nous avons un prix pour les jeunes en formation. Et nous avons développé des nouvelles actions, notamment un service d'accompagnement direct aux entreprises assez récemment. Et nous avons aussi un rôle très transversal de surveiller en fait tout ce qui se passe dans le secteur des métiers d'art pour justement être en capacité d'identifier des bonnes pratiques, d'identifier des choses intéressantes pour le développement des entreprises, d'identifier aussi, de se tenir informé de l'évolution des métiers, des formations, etc. Et donc ça, c'est plus particulièrement le pôle ressources et intelligence économique dans lequel je travaille. Donc toujours dans l'objectif final d'aider au développement du secteur et des entreprises. C'est une mission autour de l'information, donc vraiment recueillir, organiser l'information,
la qualifier, la diffuser par le biais de publications, d'actualités, de participation à des rencontres, comme ce que je peux faire aujourd'hui. Voilà, donc plein d'actions qui visent vraiment à mieux faire connaître les métiers d'art, et puis accompagner aussi les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre d'actions, de politiques à destination des métiers d'art et du patrimoine vivant. Donc on a des cibles assez variées, les entreprises elles-mêmes directement, les acteurs qui vont avoir un rôle en fait de développement des entreprises, qu'ils soient publics ou privés. Les prescripteurs, alors c'est une cible qu'on aimerait développer davantage, qu'on développe assez peu pour l'instant, dans lequel on met les journalistes, donc ça on est assez en lien avec des journalistes, mais voilà, tout ce qui est décorateur, designer, voilà, il y a beaucoup de passerelles à faire avec aussi les prescripteurs, et bien évidemment le grand public, dans un objectif vraiment de valoriser, de mieux faire connaître aussi les métiers d'art au grand public. Je ne sais pas si je réponds à des questions tout de suite, j'ai vu une main qui se levait. Qui c'est? D'accord. Parce que ça va très vite, c'est pour ça. Donc pardon, je vais ralentir. Je vois marqué, alors, donc vos enjeux, c'est commercialisation, développement des entreprises, mais ça veut dire, c'est pas moi le public cible, ça veut dire si un jour j'appelle en disant « Allô, là, moi, je vends pas mes pièces, j'ai tout bien fait comme a dit Jérôme, mais je voudrais développer mes ventes », c'est pas vous que j'appelle. Ça peut être nous maintenant, depuis récemment. Après, en fait, les 4 grands enjeux que je citais ici, en fait, nous, on est très transversal sur tous les métiers d'art, donc c'est 280 métiers. C'est des métiers potentiellement avec des problématiques très différentes, mais quand même avec ces grands enjeux qui sont communs à tous ces métiers-là. Donc, effectivement, le développement de l'entreprise, tout ce qui est formation, savoir-faire, etc. Et donc, si depuis assez récemment, vous pouvez aussi contacter l'INMA pour des besoins de ce type-là. Alors, par contre, c'est une prestation du coup qui est payante maintenant qu'on a développée. Donc, c'est sur devis en fait, selon le besoin. Ça peut être des accompagnements très courts en fait, de quelques heures par téléphone si nécessaire, d'une journée si c'est vraiment plus complexe. C'est vraiment à la carte. Mais c'est possible de contacter l'INMA pour ça aujourd'hui. Oui, c'est possible. Voilà. Et donc oui, pour finir sur ces 4 grands enjeux communs, donc vous les voyez présentés ici, et l'innovation et le développement durable, ça c'est 2 axes qui nous semblent vraiment très très importants et très porteurs en fait pour valoriser aussi ces métiers-là. Donc c'est quelque chose sur lequel on insiste particulièrement dans notre travail. Donc en fait, je ne suis pas vraiment là ici pour vous parler de l'INMA, même si c'est l'occasion. L'idée, c'est aussi de vous présenter justement des choses qu'on a identifiées par le biais de cette pratique de veille d'information sur les secteurs des métiers d'art. Et donc je vais commencer tout de suite avec une initiative qui est assez récente, la Box des artisans d'art. Vous en avez peut-être entendu parler déjà. Donc dans l'idée du collectif en fait, pour commercialiser. Donc voilà, l'idée c'est une box d'objets. Donc sur abonnement, vous vous abonnez à la box et vous recevez un objet métier d'art tous les 2 mois. Donc vous recevez l'objet, il y a un petit livret en fait qui va présenter le créateur, son savoir-faire. Et puis vous avez aussi une carte d'authenticité puisqu'on est sur de la série limitée. Voilà, donc ça c'est sur abonnement. Il y a déjà plusieurs box qui ont vu le jour, donc sur des matériaux différents à chaque fois. L'idée c'est vraiment d'être transversal, de faire découvrir plusieurs métiers. C'est une initiative, donc à l'origine c'est une association de professionnels qui est assez transversale puisqu'il y a des professionnels des métiers d'art, mais vous avez aussi une scénographe, une chercheuse et un graphiste. Et en fait qui réfléchissaient beaucoup ensemble autour de la commercialisation, justement comment améliorer la commercialisation des ateliers. Ils avaient eu déjà cette idée de box depuis quelques temps. Ils étaient eux-mêmes clients de box qui existaient diverses et variées, box où on reçoit du thé par exemple, ou box de designer, mais alors l'objet est fait par un designer mais fabriqué à l'étranger, ce qui leur semblait voilà, très, très dommage. Donc ce concept avait déjà fait un peu de chemin dans leur tête. Et en fait, c'est la crise sanitaire qui leur a offert le contexte propice parce que voilà, ils se sont retrouvés, comme beaucoup de professionnels, à avoir une activité qui avait diminué, donc avec un peu plus de temps. Et puis aussi ce besoin du coup de retrouver une clientèle différemment que via les canaux habituels qui étaient les salons et les boutiques puisque tout était fermé. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de se dire peut-être que là, il y a quelque chose à faire avec ce concept-là.
Donc ils ont fait une étude de marché, voilà, ils ont vraiment fait les choses à fond. Et donc l'objectif, c'était bien sûr renouer avec les clients en termes de commercialisation, mais aussi une volonté plus large de promouvoir les métiers d'art, puisqu'il faut savoir que en fait, eux actuellement, même si c'était prévu qu'ils dégagent une petite marge, pour l'instant c'est pas le cas. Hein. Donc c'est vraiment aussi un outil de promotion, c'est pas qu'un outil de commercialisation. Et voilà, ils voulaient que ce soit aussi avantageux pour le professionnel. Quand j'ai échangé avec eux, c'est vraiment ce qui est ressorti. En fait, ils ont créé le contrat qu'ils auraient aimé avoir. Et en fait, le fonctionnement de cette box, donc vous voyez qu'elle est vendue 60 €. 40 € vont à l'artisan. Et en fait, c'est l'association qui achète la série de pièces. Donc l'artisan en fait a simplement à produire la série et en fait tout ce qui est risque lié à la commercialisation, c'est l'association qui va les prendre. Donc c'est quand même très avantageux et en contrepartie les obligations pour le professionnel, donc c'est de créer un objet exclusif pour la box, donc il faut qu'il conçoive l'objet vraiment pour cet usage-là. Il faut que ce soit un objet utilitaire, un objet qui ne soit pas genré, puisque ça peut aller un homme, une femme. Il y a une dimension, un poids contraint évidemment pour que ça puisse rentrer dans la box. Et puis il faut faire une série, donc ils étaient partis au début sur 200 pièces, finalement ils sont revenus à 100 pièces pour des questions pratiques, puisque c'est assez complexe, et puis c'est aussi une trésorerie pour l'association à gérer, donc voilà. Alors, plusieurs avantages à cette initiative. La box en elle-même, en fait, elle est créée par une équipe pluridisciplinaire, pensée par des artisans d'art, avec aussi un graphiste, donc ce qui fait que vraiment l'ensemble de la box est très qualitatif. Même la boîte elle-même, en fait, est prévue pour être réutilisable, recyclable, donc tout est vraiment pensé dans les moindres détails. C'est un mode de commercialisation en développement, ça c'est ce qui était ressorti de leur étude de marché. En fait, il n'y avait pas forcément de box qui existait déjà pour promouvoir des pièces des métiers d'art, mais en fait dans leur étude de marché, ils se sont rendus compte que le concept de box était quelque chose d'assez porteur actuellement, et donc ils se sont dit pourquoi pas en profiter aussi. Et un autre avantage, c'est qu'elle est transversale. Donc ça, en termes de clientèle, ça peut être aussi intéressant parce que là, vous allez toucher des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la céramique, qui sont intéressés plus largement par les savoir-faire, par les métiers d'art, et qui vont voir l'intérêt aussi dans cette box de recevoir des pièces très différentes. Pour le professionnel, évidemment, ça peut potentiellement apporter une nouvelle clientèle. Ça peut permettre aussi de tester une pièce ou en tout cas son univers, voir si ça plaît. La box, donc l'association fait aussi des photos en fait pour promouvoir la box, des photos qui peuvent être réutilisées par les professionnels, donc ça peut servir aussi pour la communication de l'atelier. En termes de visibilité, vous bénéficiez aussi des réseaux des autres artisans qui ont fait une box, c'est-à-dire qu'eux vont communiquer sur leur box, mais donc indirectement aussi sur les box qui ont été faites précédemment ou celles à venir. Du coup, ça permet aussi de démultiplier les réseaux de communication. Et comme je l'évoquais déjà précédemment, le contrat qui est assez sécurisant en termes de commercialisation. Donc un rapide bilan pour l'instant de cette initiative, donc c'est tout récent, ça a été créé en novembre 2020, donc là très clairement ils sont en phase de développement, ils se sont rendus compte en fait que vraiment la partie communication, promotion leur prenait beaucoup de temps. Maintenant que leur activité professionnelle ont reprise, c'est vrai qu'ils sont un peu en difficulté là-dessus et ils auraient besoin de soutien, d'aide et de pouvoir salarier quelqu'un. Et ils recherchent aussi des professionnels qui soient intéressés pour participer à créer une box. Donc ça c'est en fait ils ont un site internet, vous pouvez candidater sur leur site. Pour l'instant donc la première box a été totalement écoulée et notamment grâce à un office de tourisme qui a acheté les box restantes, donc parce qu'ils essayent aussi de nouer des partenariats du coup avec des institutions, plutôt avec pas forcément des particuliers, des professionnels. Les deuxième et troisième box se sont vendus pour l'instant environ 150 exemplaires. Les secondes, celles d'après, un petit peu moins pour l'instant, donc ils sont vraiment en phase de développement. Alors, quelques points d'attention, inconvénients potentiels, donc il faut
quand même être capable de fabriquer en série, il faut qu'il y ait un attrait pour la fabrication en série. J'ai échangé donc avec Camille Beau, qui est la céramiste qui a fait la première pièce, qui me disait que c'était un peu une évidence pour elle, parce que du coup elle aimait travailler en série, elle avait été formée comme ça, elle travaillait autour et que c'était assez naturel pour elle. Mais voilà, c'est pas le cas forcément de tout le monde. Et ce que je vous ai pas dit, oui, c'est qu'en fait les 2 premières box ont été réalisées par les artisans de l'association. Parce qu'en fait, ils voulaient vraiment tester le concept, ils voulaient pas faire porter le risque à quelqu'un d'autre. Et ça leur a permis aussi d'être un peu plus souples en termes du coup de trésorerie, etc. Parce qu'ils ne se sont pas rémunérés tout de suite. Ils ont attendu de voir si ça fonctionnait. Voilà. Après, la pièce va être exclusive pour la box. C'est-à-dire que même si elle fonctionne très bien, vous ne pourrez pas la commercialiser en dehors de la box. Et ça reste malgré tout une solution ponctuelle, puisque l'idée c'est de présenter plusieurs savoir-faire, plusieurs matériaux. Donc voilà, éventuellement une pièce de céramique tous les ans, mais voilà, il faut que ça tourne. Donc voilà. Alors je vais passer, je vais peut-être un peu vite, mais je crois que le temps est limité. Donc le deuxième exemple, qui est l'idée aussi de trouver des moyens de fidéliser sa clientèle. Et là, je vais vous parler plus particulièrement donc, du financement participatif et de la plateforme KissKissBankBank. Donc le financement participatif, en 2 mots, l'idée c'est de faire financer des projets par le grand public. Souvent ce sont des projets solidaires, artistiques, qui ont une valeur humaine assez forte. Et il y a plusieurs modes de financement possibles. Soit la personne va faire un don libre, c'est-à-dire qu'elle donne ce qu'elle veut pour soutenir le projet. Soit ça va être un don en échange de contreparties. Typiquement dans le domaine des métiers d'art, les contreparties, ça peut être des pièces, mais ça peut être aussi par exemple un grand merci sur le site internet pour les petites contributions à 5 €. Ça peut être des objets à l'effigie de la marque. Il y a plein de possibilités. Et une troisième option que je vais vous présenter un peu plus particulièrement, qui sont les préventes. Donc là, l'idée, en fait, c'est pas de récolter un objectif, c'est pas en somme d'argent pour un projet, c'est vraiment un nombre de pièces à vendre. Et donc là, on est vraiment dans de la précommande, en fait. L'idée, c'est de pouvoir tester aussi une pièce, un produit, voir comment il est reçu, est-ce que beaucoup de gens vont le précommander ou pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu et un peu moins utilisé. C'est pour ça aussi que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Il faut savoir que le financement participatif a fait un gros boom là, avec la crise sanitaire, puisque énormément de projets solidaires ont été financés via ces plateformes. Donc ça se passe en ligne. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Là, je vous présente KissKissBankBank, qu'on connaît un petit peu mieux puisque l'INMA est partenaire, mais vous en avez d'autres comme Ulule, par exemple, qui est très connu et aussi très utilisé dans le domaine des métiers d'art. Donc vous avez un taux de réussite des campagnes de financement qui est quand même assez élevé. Et les sommes moyennes récoltées, donc c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas financer des projets énormes avec ça, mais typiquement dans la céramique on voit beaucoup de campagnes de financement participatif pour par exemple acheter un four, acheter un tour, etc. Donc l'idée c'est d'avoir ce moyen aussi pour acheter du matériel. Bon, c'est pas là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui, mais c'est une possibilité. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien. Donc je n'ai pas trouvé d'exemple de céramiste qui avait fait les préventes pour l'instant, donc j'ai pris celui d'un maroquinier. Donc en fait on voit que lui il avait un objectif de 60 préventes, donc il a été dépassé. Vous avez la date de fin de la campagne puisque c'est sur un temps limité. Vous avez le nombre de contributions. Et ce qu'on voit à côté, du coup, c'est la présentation donc, de son projet. Et sur le côté, alors c'est grisé parce que la campagne est terminée, mais normalement c'est en couleur, ce sont les contreparties. Donc vous voyez la photo, la contrepartie, donc pour le prix donné, en fait le don, vous avez telle contrepartie. Vous avez la date de livraison prévue et vous avez une description. Alors, comment ça fonctionne ? Pour préparer une campagne, c'est pas très compliqué. En fait, il faut définir la durée. C'est 60 jours maximum, en moyenne 40 jours. En fait, c'est pas la durée qui va être qui va définir en fait la réussite de la campagne. On le verra après. Il faut fixer votre objectif. C'est-à-dire combien de préventes ou quelle somme vous voulez récolter.
Et ça peut être évalué en fait en fonction de la communauté que vous avez déjà, c'est-à-dire de votre carnet d'adresses, des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Ça permet de voir un petit peu quelle transformation en fait de ces gens qui vous suivent peuvent se transformer en potentiels acheteurs ou contributeurs sur votre campagne de financement participatif. Il faut définir aussi quels produits vous voulez mettre en avant et la date d'envoi prévue. Donc ça peut être une date dans plusieurs mois, ce qui est aussi intéressant. Et prévoir en fait des fourchettes de prix qui soient assez larges, ou au moins en tout cas des petits prix, puisque les gens contribuent plus facilement quand même sur des petites sommes, mais il ne faut pas s'empêcher non plus de mettre des pièces un peu plus chères pour des personnes intéressées. Vous pouvez être accompagné dans tous ces objectifs par la plateforme KissKissBankBank. Et puis après il n'y a plus qu'à lancer la campagne. Comment ça fonctionne en termes de contribution? Le premier cercle que vous allez solliciter, ça va être vos proches, c'est-à-dire votre famille, vos amis. C'est eux qui vont être susceptibles de contribuer en premier. Et c'est eux aussi qui vont amener les suivants. Le cercle 2, en fait, ça va être tout ce qui est amis d'amis, votre communauté, les personnes qui vous suivent, donc là qui vont être susceptibles de participer un peu après. Et enfin le troisième cercle, donc là que vous atteignez vraiment plutôt à la fin de la campagne, une fois que c'est déjà bien lancé, ça va être le grand public, ça va être les institutions, les journalistes, etc. Où c'est là en fait où vous pouvez vraiment étendre du coup la visibilité de votre campagne de financement. Quelques conditions sur ce concept malgré tout. Alors c'est du tout ou rien, c'est-à-dire que soit vous atteignez l'objectif et du coup vous récupérez les fonds qui ont été donnés, soit l'objectif n'est pas atteint et du coup vous n'avez rien. Donc c'est un peu le fonctionnement. La plateforme KissKissBankBank, comme la plupart des plateformes d'ailleurs, prend une commission de 8%, uniquement en cas de réussite de la campagne, évidemment. Donc si ça ne réussit pas, vous n'avez rien, mais eux non plus, pour le coup. Quelques avantages. Alors sur la plateforme elle-même, elle propose quelques petites options qui sont intéressantes. Je parlais de fidéliser sa clientèle. Vous pouvez notamment faire des choses un peu particulières pour vos clients. Par exemple des contreparties secrètes. L'idée c'est qu'en fait certaines pièces vont être visibles uniquement aux personnes de votre choix. Donc vous pouvez envoyer, c'est en fait des pièces exclusives que vous ne destinez qu'à ces personnes-là. Donc ça peut créer aussi du désir et un certain lien avec votre clientèle existante, ou vos proches d'ailleurs. Et vous pouvez aussi proposer des tarifs préférentiels, par exemple, pour les 100 premiers contributeurs, un tarif préférentiel, etc. Donc là aussi l'intérêt, c'est un peu ce que présentait aussi Sarah tout à l'heure, c'est de créer le désir, de dire c'est sur un temps limité, donc profitez-en parce que vous ne pourrez pas tous en bénéficier. En termes de communication, donc la plateforme a beaucoup développé un concept de mentorat, c'est-à-dire qu'ils font des partenariats avec des structures, dont l'INMA d'ailleurs, qui vont venir en fait être mentors des projets qui leur semblent pertinents. Et en général, ça passe par un soutien beaucoup en termes de communication en fait, pour aider à donner de la visibilité à la campagne. Ils ont aussi un studio qui permet de faire des photos, des vidéos pour communiquer sur la campagne. Et ils ont un lieu fixe qui est à Paris, la maison du crowdfunding, qui permet en fait de pouvoir aussi exposer et de pouvoir potentiellement aussi remettre ces contreparties en main propre aux contributeurs. En termes de gestion, alors ce sont les seuls à faire ça. Alors ça commence à se développer un peu sur les autres, mais ils étaient précurseurs. En fait, il y a un décaissement anticipé possible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous atteignez les 100%, votre campagne peut continuer. Vous pouvez aller jusqu'à 150, 200%, etc., tant que la durée n'est pas terminée. Mais à partir du moment où vous atteignez les 100%, donc la campagne est réussie, vous pouvez déjà obtenir les fonds. Et puis ils ont aussi noué de quelques partenariats qui permettent d'avoir des avantages, par exemple sur des structures qui font de l'accompagnement à la gestion d'entreprise, etc., avec des avantages partenaires. Sur le financement participatif de façon plus globale, pas uniquement sur les préventes, c'est assez intéressant en fait pour les métiers d'art, puisqu'on est vraiment sur des personnes qui viennent là, en fait, elles viennent pas là pour acheter. C'est pas leur objectif, c'est vraiment une démarche très émotionnelle, elles viennent là pour soutenir un projet. Donc ce qui va les intéresser avant tout, c'est le projet, c'est la personne qui est derrière. Et ça, c'est une potentielle clientèle, ou en tout cas une cible qui est intéressante et qui correspond bien aux valeurs en fait, des entreprises métiers d'art.
Et il faut savoir aussi aujourd'hui, depuis quelques temps, que les sommes récoltées via le financement participatif sont reconnues par les établissements bancaires et par les structures publiques pour tout ce qui est amorçage de prêts bancaires et les aides publiques. Donc ça peut être aussi intéressant pour obtenir certaines aides. Ça peut être pris en compte aussi. Pour le professionnel, en termes de commercialisation, donc je vous l'ai expliqué un petit peu déjà tout à l'heure, fidéliser potentiellement votre clientèle. Ça peut aussi être une façon de tester un nouveau produit, une nouvelle collection. Voilà, vous voulez voir un peu l'accueil que ça va recevoir. Vous pouvez potentiellement avoir une nouvelle clientèle. C'est pas forcément l'objectif principal. C'est vrai que c'est plus difficile de toucher une nouvelle clientèle via ce biais-là, mais c'est possible d'avoir quelques nouveaux clients. Et puis c'est aussi une solution de e-commerce ponctuel. Voilà, quand on n'est pas forcément sur des sites de e-commerce, qu'on n'a pas soi-même un site de e-commerce, ça peut permettre ponctuellement de vendre en ligne et de voir aussi si ça fonctionne. Ça peut être un test aussi. En termes de communication, donc quand même pas mal de visibilité. La plateforme fonctionne comme un petit réseau social, c'est-à-dire que vous pouvez échanger avec vos contributeurs directement et même une fois que la campagne est terminée, la page peut rester en ligne et vous pouvez continuer à échanger avec eux. Et en termes de gestion, du coup, comme c'est de la précommande, ça vous laisse tout le temps en fait, de fabriquer les pièces qui ont été précommandées, de les envoyer, donc pas de problème de stock, de trésorerie, etc. Donc ça, c'est aussi un avantage. Alors, en termes de bilan, quelques conseils pour réussir sa campagne, vraiment mettre en valeur l'humain. Et ça, on en a déjà parlé, donc l'important, c'est vraiment de vous présenter, de présenter votre projet, votre sensibilité. En fait, c'est vraiment ça qui est important. Il faut aussi beaucoup, c'est une grosse campagne de communication, en fait, ce type de campagne-là, donc il faut beaucoup animer, beaucoup relancer pour que ça fonctionne. Et il faut vraiment accorder une importance particulière au visuel. Tout ce qui est photo et même vidéo, en fait, les campagnes qui ont des vidéos fonctionnent mieux. Donc ça, c'est assez important. Quelques astuces pour aussi que ça fonctionne. Je vous parlais tout à l'heure des 3 cercles de contributeurs. L'idée, c'est d'attendre en fait que les premiers contribuent, souvent vos proches, pour montrer qu'il y a un élan, qu'il se passe quelque chose, et en fait ça va inciter les gens ensuite à participer. Si vous arrivez sur une campagne, il y a 0 contribution, tout de suite ça refroidit un petit peu. Si vous voyez que c'est très populaire, ça favorise le passage à l'acte aussi. Et ce que je disais tout à l'heure, la remise des contreparties en main propre, si vous avez l'occasion de le faire, c'est quand même conseillé. Parce que ça permet d'entretenir ce lien en fait, qui a été créé via la plateforme avec vos contributeurs, et puis ça permet aussi d'économiser les frais d'envoi, donc ça c'est pas négligeable. Quelques inconvénients malgré tout, alors ça peut être assez chronophage le temps de la campagne de financement participatif, puisqu'il faut beaucoup communiquer. Il faut maîtriser le numérique. Pour déjà créer la campagne, mais aussi parce que ça a plus de chances de réussite si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, si vous avez un site internet, si vous avez déjà des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Et puis ça reste aussi une solution ponctuelle. Vous pouvez faire plusieurs campagnes, mais l'idée c'est quand même que ce soit un moment fort de communication et de commercialisation pour votre atelier, donc de ne pas en faire tous les mois en fait, peut-être dans quelques années réitéré ou tous les ans, mais vraiment l'idée c'est que ce soit un temps fort particulier pour l'atelier. J'enchaîne du coup sur le 3e exemple en termes de diversification. Donc là on va parler des stages et des ateliers de pratique avec la plateforme We Can Do. Donc le principe c'est pour les particuliers donc, d'aller à la rencontre d'un professionnel dans un atelier, de s'initier à son savoir-faire et de repartir avec la pièce qui a été fabriquée. Donc c'est à destination essentiellement des particuliers, mais la plateforme essaye aussi de développer une clientèle d'entreprise pour tous les événements de cohésion d'équipe. Et ça marche de plus en plus, j'y reviendrai un peu dans le bilan tout à l'heure. C'est une plateforme qui est très transversale, vous avez beaucoup d'ateliers dans les métiers d'art, mais aussi dans les métiers de bouche et les producteurs. Donc c'est assez large, et il y a plusieurs formats d'ateliers qui sont proposés, qui peuvent aller de 1 heure à 5 jours, de 20 € à 850 €, donc sur des tarifs assez larges. Actuellement, la plateforme compte 1300 artisans, 25% dans le domaine de la céramique, c'est très très important.
Un panier moyen pour les ateliers qui est d'environ 95 €, en sachant que le format d'atelier le plus courant, c'est 2 heures à 50 € pour la céramique. Voilà. Et ils sont présents, alors ils avaient commencé petits dans quelques villes, 1, 2, 3 villes en 2017, et là ils sont présents dans plus de 30 villes. 50 000 participants depuis leur création, et là ils sont environ 2000 participants aux ateliers par semaine, sur toute la France donc. Weekendoo a été créé donc par 3 amis qui étaient passionnés par les savoir-faire sans être eux-mêmes professionnels, et qui avaient constaté qu'en fait au niveau de leur génération il y avait une vraie perte de lien avec l'artisan de proximité. Donc ils ont voulu en fait renouer ce lien, ils se sont demandé comment on pouvait renouer ce lien-là. Ils ont eu l'idée de faire cette plateforme qui proposerait des ateliers. L'idée était aussi pédagogique. Voilà, la personne qui va venir suivre l'atelier, ça va lui permettre aussi de mieux comprendre pourquoi la pièce est plus chère que celle qui est vendue chez Ikea par exemple. Il va vraiment comprendre le savoir-faire qui est mis en œuvre, le temps que ça prend, les matériaux qui sont utilisés. Donc il y a aussi cet objectif-là d'expliquer pourquoi les pièces artisanales sont plus chères. Et puis il voulait aussi trouver une solution qui permette de faciliter le quotidien des professionnels en prenant en charge une partie de la gestion liée à l'organisation de ces ateliers. Donc en fait c'est assez simple pour adhérer à Weekendoo, il faut s'inscrire en ligne. Il faut définir le format des ateliers, le prix. Donc ça se fait en lien avec la plateforme qui est aussi là pour conseiller. Et puis après, il faut ouvrir des créneaux, en fait, prévoir des créneaux sur lesquels les gens pourront s'inscrire. Et la plateforme prend une commission de 20% qui comprend toute la gestion aussi que je vais détailler par la suite. Donc là, vous avez l'exemple d'une potière qui s'appelle Charlotte Lassève avec laquelle j'ai échangé. Donc qui fait ça depuis 3 ans. Elle propose 4 ateliers différents. Voilà, donc il y a toute une présentation de ces ateliers, de son savoir-faire, etc. Les photos, là, la présentation, c'est elle qui a fait la potière ou c'est Weekendoo qui s'en occupe? C'est eux, je vais y venir. Ah pardon. C'est Weekendoo, ouais. Et donc moi par exemple à Clermont-Ferrand il n'y a pas Weekendoo. Ouais. Je peux quand même, j'habite encore plus loin que Clermont-Ferrand, je peux quand même m'inscrire même si, peu importe où j'habite en fait. Oui. Okay. Est-ce que la plateforme exige des preuves de professionnalisme? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'ils font une sélection en fait. Ils échangent avec les professionnels. Alors surtout pour aussi les aider à déterminer comment transmettre, puisque c'est un peu ça le cœur de l'atelier. Voilà, des preuves, non, à ma connaissance, non, pas de preuves particulières. Il faut être professionnel en fait. Il faut avoir, il faut être professionnel. Donc ils demandent des preuves de... Ah, dans ce sens-là, oui. Il faut être professionnel. C'est pas les amateurs qui peuvent faire ces ateliers. Voilà. Je vois pas assez bien les 4 c'est un peu flou. qui sont développés, puis le prix en dessous, je vois pas. Alors, vous avez un atelier de... Alors, c'est un peu flou, effectivement. Je le vois mieux ici. Alors, 3h75 €, 2h50 €, le second pareil, et un atelier de 7h à... je vois plus... Moulé matériel. 130 €. Oui. Combien? 130. 130 pour les 7 heures, pour la journée. Pour la journée. Attends, moins 20% de com, Oui, c'est vrai. En sachant que c'est le prix, alors c'est le prix par participant et qu'en fait ce sont des ateliers sur un créneau, vous accueillez jusqu'à plusieurs participants. Voilà. C'est le prix par participant. Oui, par participant. Oui, pardon. Donc c'est pas, vous accueillez pas une personne et justement c'est là tout l'enjeu quand on calcule ce genre de projet. Alors les atouts de Weekendoo, donc au-delà d'être cette plateforme qui propose des ateliers, des stages, en fait ils voulaient vraiment aussi créer une communauté de professionnels. Donc ils font des événements qui regroupent des professionnels dans tous les domaines. Donc ça permet aussi d'échanger avec d'autres professionnels potentiellement qui exercent d'autres métiers. Eux aussi ont créé des partenariats qui permettent d'avoir quelques avantages. Et en fait, ils prennent vraiment tout en charge. C'est eux qui se chargent de la gestion des rendez-vous, donc tout ce qui est annulation, report, etc. Ils se chargent de tout ce qui est paiement, facture, du service client et de l'assurance.
Donc vraiment pour le professionnel, l'idée c'était d'alléger au maximum sa charge. Lui, il a juste à du coup faire l'atelier évidemment, et puis prévoir des créneaux dans son emploi du temps. Et ils font aussi justement la création de contenu. Donc eux, ils vont faire des photos, des vidéos professionnelles, et là aussi, bien sûr, elles pourront être réutilisées après par l'artisan. Pour le professionnel, en termes d'avantages, alors le gros avantage, c'est quand même d'avoir un revenu fixe. Et justement, la céramiste avec laquelle j'ai échangé, elle l'a vraiment intégré dans son business plan. Elle travaille à Paris, elle a un loyer qui est assez lourd. Donc elle s'est dit, voilà, moi pour être sereine, j'ai besoin d'avoir cet argent qui tombe tous les mois. Donc en fait, elle a créé ses ateliers, le nombre et la fréquence, etc., pour avoir 1 000 € par mois, 1 000 € fixes par mois. Donc voilà, elle fait ça, c'est comme ça qu'elle a conçu cette approche. Ça peut vous apporter bien sûr une nouvelle clientèle. Alors au-delà de la personne qui va venir pour faire l'atelier d'initiation, elle va aussi voir vos pièces, elle va aussi parler de votre travail autour d'elle, donc ça permet aussi pas mal de visibilité par le bouche à oreille, etc. Voire même des personnes qui reviennent faire le stage d'initiation par la suite parce que c'est quelqu'un de leur entourage qui leur en a parlé. Donc vous pouvez aussi pour votre communication récupérer les outils de communication qui ont été faits par la plateforme. Et toutes les personnes qui viennent en stage chez vous, du coup, vous avez leur contact. Donc vous pouvez les rentrer dans votre liste client et leur envoyer par exemple des newsletters sur les nouveautés de votre atelier, etc. Donc ça permet aussi d'augmenter sa liste de contacts. La gestion simplifiée, ça j'en ai parlé. L'idée c'est que c'est vraiment la plateforme qui prend en charge une grosse partie de la gestion. Et un dernier point, alors que moi je n'avais pas identifié a priori en fait, que Charlotte m'a présenté, le développement du savoir-faire. En fait, c'est une jeune céramiste, hein, elle débute. Mais en fait, elle s'est rendue compte que faire ces ateliers, ça pouvait la remettre un peu en cause aussi au niveau de sa pratique. C'est-à-dire que parfois, elle est confrontée à des personnes qui ont une idée de créer une idée d'objet, et elle va être obligée de trouver certaines solutions, des choses qu'elle n'avait pas envisagées elle-même. Et donc ça la challenge un peu aussi dans sa pratique. Et elle trouve que c'est très formateur aussi pour elle de faire ces ateliers-là. En termes de bilan, alors clairement les ateliers c'est un concept en très très forte progression. Il y a énormément de demandes et en particulier dans la céramique. Il faut savoir que là tous les ateliers de céramique proposés par Week-end Do sont complets. Pareil, Charlotte Lasève, tous ces ateliers sont systématiquement complets, donc il y a une vraie demande. Il y a aussi une forte demande depuis la crise sanitaire. Donc au niveau de la plateforme, ils ont vraiment identifié beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles ont un projet de reconversion, en fait, qui se sont posé beaucoup de questions pendant les confinements. Voilà, est-ce que le métier que je fais m'intéresse vraiment? Est-ce que je veux pas une autre vie, etc. Donc beaucoup de personnes aussi qui viennent pour tester avant potentiellement de se reconvertir. Et de plus en plus de demandes des entreprises elles-mêmes pour des journées de cohésion d'équipe. Donc ça montre aussi que l'artisanat, les métiers d'art sont quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps en ce moment. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Au niveau des développements de la plateforme elle-même, puisqu'ils sont en forte progression aussi, donc ils aimeraient faire plus d'ateliers pour enfants. C'est déjà un petit peu le cas, mais ils aimeraient développer ça. Ils aimeraient aussi proposer des formations longues sur plusieurs jours pour les projets de reconversion. Pour que vraiment la personne puisse rentrer dans le quotidien, en fait, se rendre compte de ce qu'est le quotidien des professionnels, parce qu'un atelier de quelques heures, ça permet de voir un petit peu la pratique, les matériaux, etc., mais ça ne donne pas une visibilité très claire du quotidien. Et puis ils aimeraient aussi développer des formats plus courts, type visite touristique. Et enfin, ils aimeraient aussi s'étendre dans d'autres pays, donc ça c'est en cours. Quelques inconvénients malgré tout, il faut vraiment avoir une volonté de transmission. Voilà. Il faut aimer ça parce que sinon ça peut vite être un calvaire, donc ça convient pas à tout le monde, c'est pareil. Ça peut être aussi assez répétitif, voilà, c'est des ateliers où vous réexpliquez un peu toujours les mêmes choses, donc il faut être conscient aussi qu'on va se répéter. Donc là c'est pareil, Charlotte m'expliquait que elle, ça lui convient bien pour l'instant aussi parce qu'elle démarre, donc ça lui permet d'avoir son revenu fixe.
elle se cherche un peu encore au niveau de sa production, elle ne sait pas encore très bien quelle orientation prendre. Donc elle pense qu'elle, c'est pas mal en tant que jeune entreprise parce que ça la rassure et puis en même temps ça lui permet de travailler sur sa production. Mais voilà, elle ne se verrait pas faire ça des années, quoi. Après, ça c'est chacun selon chacun, quoi. Et puis voilà, ça prend quand même du temps. Du coup, il faut caler ça en plus de sa production et en plus de ce que vous avez déjà à faire en termes de gestion d'entreprise. Donc voilà, il faut vraiment que ça fasse partie d'un projet global, englobé vraiment dans la gestion de l'ensemble de l'atelier. Je ne sais pas comment je suis au niveau du temps. C'est correct. 5 minutes. 5 minutes, très bien, j'ai pas besoin de plus. Juste rapidement pour terminer, je voulais quand même vous présenter quelques actions qu'on met en œuvre, plus particulièrement qui concernent la commercialisation. Donc on a une série de webinaires qui s'appelle Parlons MAPV, donc métier d'art patrimoine vivant. Donc ce sont des webinaires qui abordent divers sujets destinés aux professionnels et donc il y en a 2 qui avaient pour sujet la commercialisation, donc le Parlons MAPV 2 et 6 que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'INMA, donc qui sont accessibles en replay. Et puis un concept qu'on développe depuis l'année dernière, donc qui est tout récent, qui s'appelle Excellent les pop-up. En fait, c'est un concept de boutique éphémère itinérante. Donc l'idée, c'est d'aller dans plusieurs villes de France avec ce concept-là. Et en fait, proposer donc, juste avant Noël une sélection de pièces donc made in France pour les achats de Noël. Donc ça, c'est tout récent. Alors, on l'a lancé l'année dernière malgré la crise sanitaire. Où du coup ça devait être des boutiques éphémères en direct et mes collègues se sont retrouvés à faire du live shopping. Donc elles ont fait comme elles pouvaient pour tirer malgré tout parti de la situation. Ça a quand même pas trop mal fonctionné pour une première édition. Et donc là, on croise très fort les doigts pour que ce soit en présentiel. Donc l'idée, c'est d'être sur un lieu prestigieux dans ces villes-là et de présenter plusieurs professionnels. Et donc pour les professionnels de la région, il y a une possibilité donc, de participer à hauteur de 600 € hors taxe, en sachant que l'idée, c'est vraiment que nous prenons en charge la vente, c'est-à-dire que vous venez déposer vos pièces et donc la vente est prise en charge par l'équipe sur place. Donc voilà, puis ça comprend aussi toute la communication qui va autour, voilà. En sachant que l'année dernière, du coup, elles avaient dû faire du live shopping. Il y a eu une date à Caen où elles ont pu être donc les gens ont pu venir parce que c'était hors confinement. Et en fait, elles ont fait un taux de transformation de 90%, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 qui rentraient achetaient une pièce. Ce qui est assez intéressant. Ça veut dire quoi, live shopping ? Live shopping, en fait, c'est filmé en direct. Vous présentez les pièces. Alors là, c'était sur Facebook, c'était retransmis sur Facebook. Donc vous présentez les pièces en direct, vous expliquez, vous présentez la marque, le produit, etc. Et les gens peuvent acheter en ligne pendant la présentation des pièces. Voilà. Ah, télé-shopping. C'est une forme de télé-shopping, voilà, si vous voulez. Voilà. C'est bon pour moi, sauf s'il y a des questions potentiellement. Merci beaucoup Fanny pour cette intervention. Juste avant d'aller manger, je voulais vous faire part juste d'une chose dans les interventions qui ont eu lieu. J'ai entendu plusieurs fois le mot crise. Et je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie de ce mot. Hein. En grec, crise, ça se prononce crisis. Et crisis, ça veut dire opportunité. Et derrière tout ce qui a été énoncé, ce ne sont que des opportunités. Liées à une tension, on est dans une zone qui crée une difficulté personnelle, une tension personnelle. Et là, surgissent des opportunités. On les prend ou on ne les prend pas. Ça, peu importe. Mais derrière, il y a des opportunités.